Bonjour, Mathilda Moutoussamy, thérapeute énergéticienne. Et du coup, j'avais envie de mettre voilà, quelques notions en perspective par rapport au leadership, à la vision du leadership, au président et à la manière dont on nous éduque à une certaine forme de leadership, de gouvernance ou de gouvernant en France en fait. Cette réflexion-là, voilà, je vous la partage, c'est juste ma réflexion. Cette série de vidéos, elle est là pour vous encourager à vous poser des questions et à réfléchir sur certains sujets. Je pose pas ça comme vérité, juste des mises en perspective en tout cas, des questions. Et du coup, c'est que quand j'étais professeur d'histoire-géographie, et peut-être que j'étais un peu la seule parmi mes professeurs, parmi mes collègues, pardon, d'histoire-géographie, à être globalement assez interrogative sur les choix qui ont été faits sur les programmes scolaires. À savoir que on aime bien en France mettre en avant certains grands hommes. Alors ça fait partie d'une histoire du passé, mais qui est encore là, encore présente dans les manuels. Avant, on ne faisait pas l'histoire du peuple, on faisait l'histoire des grands hommes en fait. Donc ça a un petit peu évolué, mais cette chose est encore présente. À savoir que voilà, si on prend l'histoire de France, souvent on a deux figures. Dans l'histoire récente, on a deux figures. C'est souvent Napoléon et Louis XIV qui reviennent beaucoup. Quand on regarde les livres d'histoire, les magazines qui parlent d'histoire, on revient beaucoup sur ces sujets-là. Il y a la Seconde Guerre mondiale aussi. Et pour moi, c'est très interrogateur de mettre en avant ces personnages-là. Si on prend ces exemples-là, Napoléon et, euh, et Louis XIV, alors effectivement, ce sont des personnages fascinants parce que ce qu'ils ont réussi à mettre en place en termes de stratégie, en termes de manipulation, je pense plus à Louis XIV, est assez extraordinaire. Néanmoins, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on attend d'un dirigeant en fait. Personnellement, j'ai des valeurs antimilitaristes, donc Napoléon, je ne comprends pas forcément. Il a fait tuer des tas de Français dans les guerres napoléoniennes et en enrôlant voilà, avec les personnes, les soldats français qui étaient dans l'armée napoléonienne. Il y a eu beaucoup de morts aussi partout en Europe, là où il est passé. Et on continue à admirer quelqu'un qui, je suis d'accord, c'est un stratège extraordinaire, mais on continue à mettre en avant quelqu'un qui a créé énormément de guerres. C'est le cas aussi pour Louis XIV. Il y a eu un certain nombre de guerres sous Louis XIV. Et Louis XIV, on l'associe généralement à Versailles, même si évidemment ces deux personnages ont des règnes, entre guillemets, je vais mettre le mot règne, qui sont beaucoup plus complexes que les éléments que je mets en avant ici. Mais c'est ce qui ressort en général dans la pensée commune, on va dire. Louis XIV, Versailles. Euh, Versailles a coûté une fortune en fait, et du coup Louis XIV il laisse un État qui est plutôt ruiné, c'est-à-dire qu'il a vidé les finances de l'État à la fin de son règne. Bon, il y a tout un tas de choses dont on peut discuter. La personnalité de ces deux personnages-là, c'est pas des gens, mais personnellement, dans la vie quotidienne, j'ai pas envie de me dire « Ah, j'ai envie d'être pote avec eux » parce que le niveau de manipulation de Louis XIV qui arrive à faire en sorte que les nobles de France se battent pour, par exemple, assister au moment où il va aux toilettes, où il défèque. D'un certain côté, on peut dire chapeau l'artiste, d'un autre côté, bon, un niveau de manipulation et de stratagème dans la tête un petit peu trop élevé, en tout cas pour moi. C'est en lien avec mes valeurs personnelles. Je pose mes valeurs personnelles là-dessus. Mais au-delà, du coup, c'est quelles valeurs on met en avant. On met en avant pas forcément les dirigeants ou les rois de France qui ont fait quelque chose de bien pour la France dans la notion de peuple. C'est-à-dire que dans des périodes où l'État ou le royaume de France a prospéré, où les gens mangeaient à leur faim, où les gens étaient contents, où il y a des règnes où il y a eu très peu de révoltes, c'est pas ces dirigeants-là ou ces rois-là qu'on met en avant. On met en avant des rois qui, quelque part ont jeté de la poudre aux yeux. Et Versailles, c'est un peu ça, c'est la propagande, c'est une manière d'asseoir son pouvoir. La manière d'organiser le royaume et d'asservir les nobles sous Louis XIV est assez extraordinaire. Et tout ce côté-là, Napoléon a structuré effectivement l'État français avec des choses qui restent encore aujourd'hui, mais avec un point de vue extrêmement autoritaire. Et c'est toujours ces personnages-là, en tout cas dans l'histoire de France, on continue à mettre en avant des choses extrêmement autoritaires, à mettre
en avant des personnages qui étaient souvent misogynes, qui étaient souvent racistes, qui ont poussé à la colonisation, à l'esclavage, etc. Et comment on écrit une histoire de France neutre et qu'est-ce qu'on choisit de mettre en avant en fait. On peut... voilà, en dehors... qu'est-ce qu'on choisit de mettre en avant? Qu'est-ce qu'on choisit? Moi, ça m'a toujours interloqué dans les choix des manuels scolaires de mettre en avant telle ou telle personne. Parce que derrière, il y a des valeurs qui posent le fait qu'on ait choisi telle ou telle personne. Pourquoi on n'a pas oublié telle ou telle personne? Pourquoi la mémoire de certaines personnes est plus importante que d'autres? Ça a un lien avec les valeurs qu'on choisit. Et du coup, moi, je trouve que c'est tellement en lien. En France, on a une espèce de culte à mettre en avant des personnes qui sont plutôt ou dictatoriales, ou tyranniques, ou despotiques, en tout cas qui ont tendance à vouloir garder tout le pouvoir pour elles-mêmes. Bon, donc dans l'ancien royaume de France, on en parle de royauté absolue. Voilà, pour Napoléon c'est différent, mais des personnes qui concentrent énormément les pouvoirs et qui veulent garder les pouvoirs et qui ont des caractères, des personnalités qui sont en lien avec ça en fait. Voilà, je suis pas psychologue, je vais pas mettre de mots dessus, mais voilà, c'est des gens qui ont l'attrait du pouvoir et de vouloir tout contrôler, de tout garder, etc. Et je trouve que cette chose-là, on l'enseigne, on l'a enseigné, on l'enseigne encore dans l'histoire de France. On enseigne le fait d'être poli, d'être sage, etc. À l'école, il y a l'autorité du maître. On a une notion d'autorité qui est, à mon sens, assez forte, assez extrême, et qui passe aussi, puis passe par plein d'autres biais, mais qui passe pas aussi par l'enseignement de l'histoire et le fait que voilà, c'est tel personnage qu'on veut remettre en avant, c'est tel personnage qu'on va respecter. Donc derrière, c'est quelle notion d'autorité et quelle notion de leadership on met en place en fait. Et c'est très en lien. Et du coup, ce n'est pas du tout étonnant qu'on ait des personnages, même à l'heure actuelle, on est très loin dans le temps, on ait des personnages plutôt autoritaires. Je ne sais pas si vous savez, en Europe, on a la constitution la moins démocratique d'Europe, très clairement. C'est un fait avéré. Toutes les autres constitutions européennes sont plus démocratiques que la nôtre. C'est celle de la 5e République, la constitution qu'on a à l'heure actuelle. Et du coup, c'est pas du tout étonnant que on a un espèce d'imaginaire collectif qu'on s'est créé dans cet inconscient collectif qui se crée à travers, en partie, l'enseignement de l'histoire, mais aussi à travers plein d'autres choses aussi, dans la société, dans le rapport au père, dans le rapport à la famille, dans l'acceptation des violences faites aux femmes, faites aux hommes, etc., qui se posent comme ça, en fait. Donc c'est intéressant, cette mise en perspective, de dire, voilà, c'est quelque chose qui est construit. C'est quelque chose, des formes de croyances, d'inconscient collectif, de croyances collectives que il faut un homme très fort qui a tous les pouvoirs, voilà, comme si c'est une forme de normalité qui est posée en fait. Et voilà, j'avais envie de poser cette mise en perspective aujourd'hui. On est à la veille du deuxième tour des élections présidentielles de 2022 en France. Et pour déconstruire tout ça et pour vraiment poser une vraie notion de la démocratie en France, qu'on puisse apprendre à construire ensemble, à fonctionner ensemble, voilà, il y a encore du chemin. Parce qu'il faut désapprendre et désamorcer toutes ces croyances-là qu'on nous a posées. C'est une autre chose que j'ai remarqué quand j'étais professeure d'histoire-géographie, c'est que moi j'avais tendance à fonctionner avec des méthodologies alternatives. On pourrait mettre Freinet, Montessori, donc des pédagogies qui sont un peu nées dans les milieux alternatifs ou voire anarchistes dans le bon sens du terme, voilà, au 19e siècle, au 20e siècle, et où on ne pose pas de hiérarchie en fait, c'est-à-dire qu'on va tous travailler ensemble. Et c'est vrai que j'ai souvent vu, en laissant beaucoup de lest, en travaillant avec ces pédagogies-là, j'étais confrontée parfois au début avec des élèves qui étaient perdus parce qu'ils ont tellement l'habitude d'être passifs et qu'il y ait une autorité qui décide pour eux, et qui soient juste voilà, des élèves passifs qui obéissent tout simplement, qui font les actions qu'on leur demande et qui ne sont souvent pas sollicités sur les choix, sur la mise en place, etc. Et j'étais souvent confrontée à des élèves qui étaient perdus. C'est-à-dire, bah oui, mais non, ou voir qui étaient un peu fâchés, genre, ouais, mais c'est pas à moi de faire ça, moi je suis juste là pour obéir et faire... Enfin voilà, ils utilisaient pas le mot obéir, mais moi je veux des consignes claires et puis je le fais, et puis voilà, quoi. Et c'est, voilà, quand je posais la notion de groupe et de liberté pédagogique pour aller les chercher, au départ c'était un peu difficile. Après, une fois que c'est mis en place, les élèves y comprennent, ça va plus vite, généralement.
on gagne du temps. Ça permet à certains élèves, à la fois les très bons et à la fois les moins bons, d'avancer beaucoup plus vite dans ces systèmes-là aussi. Les élèves entre les deux voilà, se maintiennent dans tous les cas. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est des enseignements en fait. Si on n'a pas de modèle sur comment fonctionner différemment, si on n'expérimente pas, si on commence pas à expérimenter de manière différente comment travailler ensemble, comment s'entendre, comment travailler ensemble dans la bonne entente, même sans avoir pour autant à s'aimer, simplement savoir voilà, conjuguer, s'organiser ensemble, c'est la base de toute société. Et voilà, très en lien avec cette notion de domination qui, à mon sens, est d'une certaine manière, et alors vraiment ça n'engage que moi, parce que je sais que voilà, d'autres de mes collègues d'histoire-géographie, par exemple, ne partageaient pas mon idée, mais cette idée qu'on cultive une espèce d'idée de l'autorité extrêmement ferme, en tout cas on la met en avant, même si c'est pas dit forcément clairement, en tout cas on met en avant des personnages qui sont autoritaires, voire on pourrait mettre des mots modernes comme qui sont dans l'abus de pouvoir, dans la maltraitance, qui sont dans la manipulation. Voilà, je pourrais pas dire plus parce que je suis pas psy, je pourrais pas poser de mots sur ces grands personnages de l'histoire. On a eu beaucoup plus récemment De Gaulle, mais voilà, qui avait pour lui le fait d'être en capacité de partir et d'être en capacité d'autocritique. Voilà, ce que les autres dirigeants d'avant que j'ai cités voilà, n'avaient pas forcément, ils voulaient juste garder le pouvoir et aller jusqu'au bout. Et une mise en perspective par rapport à ça, c'est la figure du père, on est sur du patriarcat, hein, c'est vraiment sur les racines du patriarcat, la figure du père dans l'Église, la figure de Dieu telle qu'elle a été posée dans l'Église, le pouvoir qui a été donné aux notables, à toutes les figures importantes, au roi de France et tous voilà, les autres dirigeants qui se sont succédés à travers les différents régimes qu'a connus l'histoire de France. Voilà, pourquoi on continue à mettre en avant certains personnages, quelles sont les valeurs qu'on met en avant derrière. Voilà, c'est une réflexion beaucoup plus vaste que ça, mais je vais juste esquisser ça, parce que pour pouvoir créer d'autres manières aujourd'hui de fonctionner, de travailler ensemble et de mettre en place de nouveaux leaderships, de nouvelles manières de gouverner, voilà, ça veut dire prendre conscience de tout le paquet, le background qui est derrière. Je donne un exemple des grands personnages entre guillemets de France qu'on a mis en avant. Il y a plein d'autres choses à explorer sur cette question-là, sur comment on a construit la notion d'autorité, comment on a construit la notion de leadership dans la culture et dans la société française, et comment on va pouvoir inverser les choses petit à petit. Voilà, moi c'est pour ça que je travaille toujours en groupe et en cercle. J'ai une vision assez claire de là où je vais, où est-ce que j'ai envie de le faire, comment j'ai envie de le faire. Je le faisais déjà à l'école avec les élèves dès que c'était possible. Mais voilà, en tout cas de prendre cette dynamique-là. Voilà, qu'est-ce que c'est que le leadership? Comment on le met en avant? Observer comment ça a été construit et comment vous avez plein d'idées déjà en tête sur qu'est-ce que doit être le leadership. Déconstruire tout ça pour arriver à quelque chose, une pensée qui vous appartienne réellement et pas quelque chose qui a été construit et hérité. En tout cas, d'être libre de vos choix, en tout cas. Peut-être que vous choisirez aussi cette notion d'homme ou femme forte qui a tous les pouvoirs entre les mains, mais après mûre réflexion et après un choix personnel, et pas avec voilà, tout ce qui a été induit de manière forcément pas dite et de manière inconsciente pour qu'on arrive à certaines choses, voilà, ou à une concentration des pouvoirs accès extrême dans nos sociétés et que ce soit vu comme quelque chose de positif, du coup, dans une sphère du patriarcat. Voilà. Je voulais déposer ça là aujourd'hui. On est peut-être un petit peu loin de la sphère énergétique, mais ça va dans le sens de la notion d'égrégore, dans la notion d'inconscient collectif, d'imaginaire qu'on se construit autour de l'autorité, voilà, et comment on peut couper énergétiquement avec ces notions-là, s'en détacher, construire d'autres choses et surtout aller construire d'autres paradigmes et d'autres manières de faire voilà, pour l'avenir. À bientôt, au revoir.